Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un contenu sur les fonctions des communications dans ce premier chapitre sur le système nerveux. Je commence donc pour la présentation de l'anatomie du système nerveux. Il est formé du cerveau, comme vous voyez ici, cervelet, bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, ces trois organes vont former ce qu'on appelle l'encéphale, qu'on peut trouver dans la boîte crânienne. Ensuite, il est relié à la moelle épinière qui se situe à l'intérieur de la colonne vertébrale, qui est en relation avec plusieurs paires de nerfs rachidiens, et il y a aussi des nerfs crâniens qui sont liés directement avec l'encéphale. On commence par la situation de départ. Je vous présente ici un comportement d'un élève. Dans ce comportement, on a des activités nerveuses, trois activités nerveuses. Donc, un élève vit une rose, il tendit sa main pour l'arracher, une épine le piqua, retira la main brusquement. Ce comportement présente donc trois activités nerveuses, lesquelles commence par la première activité, c'est voir la rose. Donc, cette action, il s'agit de la sensibilité consciente. Deuxième activité, l'élève tend sa main pour l'arracher la rose, donc il s'agit de la motricité volontaire parce que c'est un mouvement qui se fait d'une façon volontaire. Puis, troisième activité, c'est retirer la main brusquement. Il s'agit donc d'un mouvement réflexe ou ce qu'on appelle le réflexe médulaire. Pour chaque activité, on va donc poser des questions. Quels sont les organes responsables de chaque activité nerveuse? Ensuite, on va déterminer le rôle de chaque organe dans chaque activité. On commence par la première activité nerveuse, la sensibilité consciente. L'observation, le système nerveux il assure la réception des informations du milieu extérieur selon le tableau suivant. Donc, ici, vous voyez qu'il y a l'information appelée le stimulus. Ensuite, il y a l'organe de sens, c'est-à-dire le récepteur. Et puis, la sensibilité consciente. Donc, si par exemple, le stimulus c'est la lumière, l'organe récepteur de sens c'est l'œil, la sensibilité consciente c'est la vision. Donc ici, vous devez faire la différence entre trois éléments, le stimulus qui est l'information, et puis l'organe de réception, c'est l'organe récepteur, l'organe de sens, et la sensibilité consciente. Par exemple, pour l'oreille, c'est un récepteur, c'est un organe sensoriel, du sens. Les stimulus ou l'information qu'il reçoit, c'est le son, le bruit. Donc, la sensibilité, c'est l'audition. Les odeurs, on a l'organe responsable, c'est le nez. La sensibilité consciente, c'est l'odorat. Le goût, la langue et l'organe récepteur. Puis la gustation, c'est la sensibilité consciente. Finalement, chaleur, froid, texture sont donc des stimulus, des informations qui sont détectées par la peau comme organe récepteur. On parle donc de la sensibilité consciente appelée le toucher. On va essayer maintenant de déterminer les organes responsables de la sensibilité consciente. On va prendre l'exemple de la vision, puis on va généraliser. Donc, pour la vision, on va déterminer d'abord l'anatomie de l'œil comme organe récepteur ou récepteur sensoriel. Elle est formée de plusieurs organes qu'on voit ici. On va essayer de déterminer le passage du rayon lumineux qui va passer par la cornée d'abord, ensuite l'humeur aqueuse pour passer à l'intérieur, si traverser le cristallin, et puis cette partie appelée l'humeur vitrée pour que le rayon va donc présenter l'image sur la rétine. Donc vous voyez que ces quatre milieux, ils forment donc des milieux qui sont transparents, alors que la rétine, c'est l'écran, là où se situe l'image. Ici, vous voyez, il y a le nerf optique. Donc l'image qu'on peut recevoir au niveau de la rétine, c'est une image qui est renversée, qui est réelle et trop petite, ce qui montre que les milieux transparents de l'œil, les quatre milieux, ils représentent ce qu'on appelle
en optique la lentille convergente. Donc, pendant la vision, la lumière émise par l'objet traverse les milieux transparents de l'œil, la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée, qui représente une lentille convergente pour avoir une image réelle, petite renversée au niveau de la rétine qu'on voit ici. On a donc l'objet, il y a donc le passage, l'émission des rayons lumineux qui vont traverser les 4 milieux transparents pour avoir sur la rétine une image. Donc vous voyez que la rétine joue le rôle de l'écran. La lumière, elle va stimuler les cellules de la rétine, provoque donc la formation d'un message de nature électrique, appelé l'influx nerveux. Donc, on peut considérer la rétine comme un récepteur sensoriel qui reçoit le stimulus, qui est la lumière, pour former l'influx nerveux, c'est-à-dire le message nerveux. Le deuxième élément, c'est le nerf optique, c'est un conducteur sensitif. Donc, après la formation de l'influx au niveau de la rétine, cette information ou ce message nerveux va être transmis par le conducteur, c'est le nerf optique formé par plusieurs fibres sensitives qui vont transporter l'influx nerveux sensitif vers cette partie du cerveau, c'est la partie occipitale, appelée l'aire visuelle. Donc, on a parlé de premier organe à ce niveau, c'est le récepteur au niveau de la rétine, le récepteur sensitif qui reçoit la lumière comme stimulus. Et puis le nerf optique formé par des fibres nerveuses sensitives considérées comme conducteurs sensitifs qui conduisent l'influx nerveux sensitif vers un centre nerveux. Ici, c'est l'aire visuelle située sur le cortex cérébral. Le nerf optique, elle est formé de fibres nerveuses responsables de la transmission de l'influx nerveux, qui est un message électrique. Ces fibres jouent donc le rôle de conducteur sensitif. Vous voyez ici la structure du nerf, elle est formée par plusieurs fibres nerveuses. L'aire visuelle, j'ai dit qu'elle est considérée comme un centre nerveux sensitif, c'est-à-dire le message doit être traité à ce niveau pour analyser l'influx nerveux et déterminer le sens de cette information. L'influx nerveux sensitif est conduit vers la partie occipitale, c'est-à-dire la partie en arrière du cortex cérébral, appelée l'aire visuelle, responsable de l'interprétation du message nerveux. Cette aire joue le rôle du centre nerveux sensitif. Le cortex cérébral, il est formé d'aires, plusieurs aires. Donc ici, on a parlé de l'aire visuelle, mais pour les autres sensibilités conscientes, il y a d'autres aires qui sont réparties sur le cortex cérébral. Vous voyez ici, par exemple, la partie supérieure. En arrière du sillon de Rolando, il y a ce qu'on appelle l'aire de la sensibilité générale ou l'aire tactile ou aussi appelée l'aire du toucher. Ensuite, ici en rouge, vous voyez l'aire auditive, ou plutôt l'aire olfactive, responsable donc de l'olfaction. Et puis en bleu, c'est l'aire gustative qui est responsable de la gustation. En vert, vous avez l'aire auditive, responsable de traitement de l'information, des sons, des bruits. Et puis ici en orange, en arrière, c'est l'aire visuelle, responsable de traitement des informations de la vision. La conclusion, la sensibilité consciente est une activité nerveuse qui se fait par l'intervention de 3 éléments selon le schéma suivant. Donc, généralement, quelle que soit la sensibilité consciente, elle est formée, donc elle se fait par l'intervention de 3 organes, 3 éléments responsables qui sont essentiels. On parle donc d'un récepteur sensitif. Son rôle, c'est la réception de la stimulation et puis la formation de l'influx nerveux sensitif central. Deuxième élément, c'est le conducteur sensitif. Son rôle, c'est la transmission de l'influx nerveux sensitif central. Et puis, le centre nerveux qui va donc faire l'interprétation et l'analyse de l'influx nerveux sensitif central. Vous voyez ici, il s'agit d'un influx nerveux sensitif central. Pourquoi? Parce qu'il se dirige vers le centre.
L'influx nerveux est transmis directement vers le cerveau par les nerfs crâniens, sauf dans le cas du toucher, c'est-à-dire la sensibilité tactile. La transmission de l'influx nerveux passe par la moelle épinière vers la partie opposée du cerveau selon le schéma suivant. Donc vous voyez ici, un seul cas où le passage de l'influx nerveux se fait par le nerf rachidien, c'est le cas du toucher. Vous voyez que lorsqu'il y a une excitation au niveau des récepteurs de la peau, il y a la réception de stimulus et puis la formation de l'influx nerveux sensitif, qu'on schématise ici en bleu, transporté par des fibres nerveuses sensitives, passant par la moelle épinière vers la partie qui est en arrière du sillon d'Orlando, c'est l'aire de la sensibilité générale. Donc, ici par exemple, c'est l'aire de la sensibilité générale gauche, c'est-à-dire que l'influx nerveux, elle se dirige de la partie droite, c'est-à-dire de la peau, de la partie droite du corps, vers la partie gauche, l'aire de la sensibilité générale gauche. Et pour l'autre partie droite, c'est-à-dire dans l'autre face, il y aura passage de l'influx nerveux qui vient de la partie, disons, gauche. C'est-à-dire que l'influx nerveux se dirige vers la partie opposée. Deuxième activité, c'est la motricité volontaire. Par exemple, lorsqu'on essaye de marcher, d'écrire, c'est-à-dire on fait des mouvements qui sont volontaires. Ici, on va observer des observations cliniques pour déterminer les organes responsables de la motricité volontaire comme une activité nerveuse, la deuxième activité nerveuse. La première observation, les enfants qui naissent sans cerveau ne peuvent pas faire des mouvements volontaires. Ça veut dire à partir de cette observation clinique, c'est-à-dire que le cerveau il intervient dans les mouvements volontaires. Deuxième observation clinique, une lésion, c'est-à-dire une blessure au niveau de la moelle épinière ou dans le nerf rachidien, il provoque des paralysies. Ça veut dire que la moelle épinière intervient aussi dans les mouvements volontaires. Ensuite, la troisième observation, c'est celle d'un mouvement volontaire des muscles, c'est-à-dire que le muscle squelettique surtout intervient dans le mouvement volontaire. Donc à partir de ces observations cliniques, on peut déduire qu'il y a trois organes qui interviennent dans la motricité volontaire. Cette conclusion, donc la motricité volontaire nécessite l'intervention des organes suivants. L'aire motrice, elle est considérée comme centre nerveux moteur dans lequel se forme l'influx nerveux moteur. Chaque point de cette aire commande le mouvement d'un muscle dans la partie opposée du corps. Deuxième élément, deuxième organe, c'est la moelle épinière et les nerfs rachidiens sont des conducteurs moteurs, c'est-à-dire que l'influx nerveux moteur passe par la moelle épinière et les nerfs rachidiens qui sont considérés comme des conducteurs moteurs. Ensuite, le muscle squelettique, c'est un effecteur moteur. Lorsqu'il y a l'arrivée de l'influx nerveux moteur au niveau du muscle squelettique, il va répondre par un mouvement, donc il s'agit d'un effecteur moteur. Donc vous voyez ici qu'on a trois éléments qui interviennent, vous voyez dans ce schéma. Il y a premièrement, vous voyez le centre nerveux moteur, l'aire motrice. Son rôle, c'est la formation de l'influx nerveux moteur. Ensuite, un conducteur moteur. Ce sont donc les fibres nerveuses motrices qui passent par la moelle épinière et les nerfs rachidiens. Le rôle, c'est la transmission de l'influx nerveux moteur vers l'effecteur moteur, c'est-à-dire les muscles squelettiques qui vont donc répondre par un mouvement lorsqu'il y a l'arrivée de l'influx nerveux moteur. Donc ce schéma, il nous présente le passage de l'influx nerveux moteur lors d'une activité motrice, c'est-à-dire la motricité volontaire. Vous voyez que le point de départ est au niveau de l'aire motrice, c'est en avant du sillon d'Orlando, là où il y a la naissance de l'influx nerveux moteur qui va passer par la moelle épinière, le nerf rachidien pour arriver au muscle de la partie opposée, c'est-à-dire par exemple ici vous avez l'aire motrice gauche,
Le muscle sera donc de la partie droite du corps. On va passer maintenant à la troisième activité, c'est le mouvement réflexe, c'est-à-dire des mouvements volontaires. Ils sont appelés aussi des réflexes médulaires. Lorsqu'on essaye de frapper par un marteau médical au niveau de la rotule, on va remarquer qu'il y a une extension, un déplacement de la jambe d'une façon involontaire. Là, donc, on parle d'un mouvement qui est involontaire ou mouvement réflexe, ou aussi ce qu'on appelle le réflexe médulaire. On va déterminer donc les organes responsables. Pour déterminer les organes responsables dans le mouvement réflexe, on doit faire l'analyse des résultats expérimentaux. Normalement, on doit faire des expériences sur des grenouilles. La première expérience, on va essayer de décérébrer, c'est-à-dire de détruire l'encéphale d'une grenouille. Puis, on va faire une excitation, vous voyez, de la patte postérieure gauche. Vous voyez la flexion, c'est-à-dire une réponse, la flexion de la patte excitée. Donc vous voyez ici, on a détruit l'encéphale et on a remarqué qu'il y a une flexion malgré la destruction de l'encéphale. Dans ce cas, lorsque la grenouille a un encéphale détruit, on parle donc de la grenouille spinale ou la grenouille décérébrée. La conclusion, donc vous voyez, on a détruit l'encéphale, excitation, il a abouti à la flexion, une réponse, c'est-à-dire que le cervelet bulborachidien, c'est-à-dire l'encéphale, n'intervient pas dans le mouvement réflexe. La deuxième expérience, il s'agit d'une anesthésie par une substance appelée l'éther. Donc on essaye de mettre le bout de la patte dans l'éther. On fait de l'anesthésie des terminaisons nerveuses au niveau de la peau. Et puis on essaye de faire une excitation toujours pour cette grenouille décérébrée, la grenouille spinale. Aucune réponse, c'est-à-dire que la peau, elle est responsable des mouvements réflexes, elle intervient. Son rôle sera donc la réception de la stimulation, donc il s'agit d'un récepteur sensitif. La troisième expérience, vous voyez ici, on essaye de sectionner, de couper le nerf sciatique, c'est un nerf rachidien, au niveau de la patte. Et puis, on essaie toujours de faire une stimulation, si on s'agit d'une stimulation électrique. Parfois, on va faire des stimulations par l'acide acétique, on parle donc d'une stimulation chimique, ou par des piqûres, c'est-à-dire des stimulations qui sont mécaniques. Vous voyez qu'il n'y a aucune réponse, c'est-à-dire que le nerf sciatique est le responsable des mouvements réflexes. Ensuite, après la coupure, vous allez remarquer qu'il y a deux bouts. Un bout qui est lié au muscle en bas de la coupure, de la section, et puis un autre bout qui est lié à la moelle épinière, c'est au-dessus de la section. Donc pour le bout situé en bas, ça s'appelle le bout périphérique. Le bout situé en haut de la section vers la moelle épinière, ça s'appelle le bout central. Donc ici, lorsqu'on essaye de faire une excitation, stimulation, on pince le bout périphérique, on remarque qu'il y a une flexion de la même patte, c'est-à-dire que ce nerf sciatique, il renferme des fibres nerveuses qui sont motrices. Pourquoi? Parce que la stimulation aboutit à une réponse par un mouvement au niveau du muscle. Dans ce cas, on essaye de faire une stimulation dans le bout central, c'est-à-dire au-dessus de la section. On a remarqué une flexion de la patte opposée, c'est-à-dire que l'influx nerveux, lorsqu'on a fait une stimulation du bout central, il y a passage vers la moelle épinière qui va le transformer en influx nerveux moteur vers l'autre patte. Donc vous voyez, on n'a pas touché l'autre patte, mais on a uniquement fait une stimulation et on a remarqué la flexion de la patte opposée, c'est-à-dire que le nerf sciatique, ou tous les nerfs rachidiens, contient donc des fibres nerveuses qui sont sensitives, qui conduisent l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière. Ensuite, une autre expérience, c'est si on essaie de détruire, quand vous voyez le muscle au niveau de la patte, et puis on essaie de faire une excitation, une stimulation, pas de réponse, c'est-à-dire que le muscle intervient dans les mouvements réflexes. La dernière expérience,
On va essayer de détruire la moelle épinière. On essaie de stimuler, pas de réponse, c'est-à-dire que la moelle épinière aussi intervient dans les mouvements réflexes. Donc jusqu'à maintenant, vous allez remarquer, vous allez déduire plutôt qu'on a la peau comme organe responsable, le nerf sciatique, le muscle et la moelle épinière. On va mettre donc une conclusion. Le mouvement réflexe est réalisé par l'intervention des organes suivants. La peau qui joue le rôle de récepteur sensitif, qui reçoit l'excitation pour l'élaboration d'un influx nerveux sensitif. Deuxièmement, le nerf rachidien, c'est un conducteur sensitivo-moteur. Pourquoi? Parce qu'il contient des fibres qui sont sensitives en même temps des fibres qui sont motrices. Donc on parle d'un nerf qui est mixte. Et puis un troisième organe, c'est la moelle épinière qui joue ici le rôle du centre nerveux, qui transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Et puis finalement le muscle qui joue un rôle d'effecteur moteur qui reçoit l'influx nerveux moteur et puis il va répondre par un mouvement, disons mouvement réflexe. Ce schéma donc il va nous montrer les organes qui interviennent avec le rôle. Vous voyez donc la stimulation est nécessaire et la stimulation doit être efficace, donc on doit dépasser ce qu'on appelle le seuil d'excitation, c'est-à-dire une stimulation qui est efficace. Et puis vous allez observer qu'on a des organes suivants. Il y a 5 éléments qui interviennent. Le récepteur sensitif, donc c'est la peau dans ce cas. Il va recevoir la stimulation et puis il va élaborer l'influx nerveux sensitif qu'on schématise ici en bleu, qui va être conduit par des conducteurs sensitifs. Ce sont des fibres nerveuses sensitives, donc qui vont conduire cet influx nerveux vers le centre nerveux. Dans ce cas, le centre, c'est la moelle épinière. C'est pour ça qu'on parle d'un mouvement réflexe ou d'un réflexe médulaire. C'est l'adjectif qui vient de moelle épinière. Donc le centre nerveux, la moelle épinière, va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur, qu'on schématise ici en rouge, qui va être conduit par des conducteurs moteurs. Ce sont donc des fibres nerveuses motrices qui se trouvent au niveau du nerf rachidien, généralement. Il va transmettre donc l'influx nerveux moteur vers l'effecteur qui est le muscle squelettique qui va répondre par un mouvement. Le trajet de l'influx nerveux lors d'un mouvement réflexe, on va le déterminer, donc c'est nécessaire de déterminer ce qu'on appelle la structure de la moelle épinière. Qu'on voit ici, la moelle épinière, elle est formée de 2 substances que montre cette section qui est transversale. Vous voyez donc la substance grise qui est en forme de papillon à l'intérieur, entourée par la substance blanche. Si on essaye de faire des observations microscopiques au niveau de ces 2 substances, on va remarquer que la substance grise contient des corps cellulaires, que la substance blanche contient ce qu'on appelle les prolongements nerveux. Le corps cellulaire plus le prolongement nerveux, ils vont former la cellule nerveuse, ce qu'on appelle le neurone, qu'on voit ici. Le neurone, donc, il est formé de 3 parties. Il y a donc le corps cellulaire qui se situe au niveau de la substance grise, lié avec l'axone ou le prolongement nerveux, ce qui se termine par l'arborisation terminale. Donc vous voyez que les neurones ou la cellule nerveuse, ils ont donc une forme spéciale. Ici, on va essayer de montrer la structure de la moelle épinière. Elle est formée, toujours j'ai dit, de 2 types de substances, grises à l'intérieur entourées par la substance blanche, et puis le nerf rachidien qu'on voyait, lorsqu'il arrive au niveau de la moelle épinière, il se divise en 2 racines, la racine postérieure et la racine antérieure. Faites attention ici, donc la différence entre la racine postérieure et antérieure, il y a la présence d'un petit gonflement à ce niveau appelé le ganglion spinal, c'est-à-dire que ce ganglion, on le trouve uniquement au niveau de la racine postérieure. Donc pour déterminer le trajet, la moelle épinière elle est formée de substances grises, comme on a déjà expliqué, contient des corps cellulaires entourés par la substance blanche contenant des prolongements nerveux, on appelle aussi les axones. Le corps cellulaire et son prolongement nerveux, j'ai dit, ils forment une cellule nerveuse ou
ce qu'on appelle le neurone. Chaque nerf rachidien est lié à la moelle épinière par deux racines, la racine antérieure et la racine postérieure. J'ai dit que la racine postérieure contient ce qu'on appelle un ganglion spinal, c'est le gonflement. C'est ça la différence entre les deux racines. Donc pour déterminer le trajet de l'influx nerveux, on va faire des expériences, on va donc analyser plutôt des expériences de Magendie, c'est un savant qui essaie donc de faire des expériences sur des nerfs rachidiens. Vous voyez ici, il y a la section, la première expérience, la section, elle a coupé le nerf rachidien, donc le résultat c'est il y a la perte de la motricité, de la sensibilité dans la partie énervée par ce nerf, c'est-à-dire qui est en relation avec ce nerf. La conclusion, c'est que le nerf rachidien contient à la fois des fibres nerveuses qui sont sensitives et des fibres qui sont motrices. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a coupé à ce niveau, on a perdu la motricité, aussi la sensibilité. Deuxième expérience, Magendie a essayé de couper dans un autre nerf, mais cette fois-ci, il a coupé la partie antérieure, c'est-à-dire la racine antérieure. Il a remarqué qu'il y a la perte de la motricité uniquement, donc la sensibilité persiste, donc il n'y a pas de perte de sensibilité. La conclusion, c'est que la racine antérieure contient des fibres nerveuses qui sont motrices. Il a essayé donc de faire une stimulation qu'on voit à ce niveau du bout qui est périphérique, c'est-à-dire lié au muscle. Le résultat, c'est le mouvement de muscles énervés par ce nerf rachidien. La troisième expérience, elle a essayé de changer le bout d'excitation. Elle a excité le bout central et elle a observé qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de mouvement ni de sensibilité. C'est-à-dire que cette racine antérieure, il transporte l'influx nerveux uniquement de la moelle épinière vers le muscle, c'est-à-dire dans un seul sens. L'autre expérience, vous voyez, il va faire la section au niveau de la partie postérieure. Donc, après la section de la racine postérieure, il a remarqué qu'il y a une perte de sensibilité uniquement, mais le muscle garde sa motricité, c'est-à-dire que au niveau de la racine postérieure, il y a le passage des fibres nerveuses qui sont sensitives uniquement. Lorsqu'il a fait une excitation au bout central, il y a la sensation d'une douleur suivie d'une réponse par un mouvement du muscle. Donc vous voyez que au niveau du nerf rachidien, le passage des deux fibres. Par contre, au niveau de la partie postérieure, la racine postérieure, il y a uniquement la racine, il y a uniquement les fibres qui sont sensitives. Et la partie antérieure, la racine antérieure, contient uniquement des fibres qui sont motrices. C'est-à-dire que la racine postérieure est un conducteur qui est sensitif. Par contre, la partie antérieure, la racine antérieure, est un conducteur qui est moteur. La conclusion, le trajet de l'influx nerveux lors d'un mouvement réflexe est nommé, on va le nommer un arc réflexe, présenté dans ce schéma. Donc vous voyez, lorsqu'on essaie de faire une stimulation au niveau de la peau, il y a la réception de la stimulation par des récepteurs au niveau de la peau. Et la peau, donc, il est considéré comme récepteur sensitif. Formation de l'influx nerveux sensitif, ici schématisé en bleu, qui va être transporté par des fibres nerveuses sensitives, passant par le nerf rachidien vers la racine postérieure. Comme vous voyez, il y a le ganglion spinal, pour arriver au niveau de la moelle épinière, considérée comme un centre nerveux. Au niveau de la moelle épinière, il y a des neurones d'association, comme vous voyez, qui vont transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur, qui va passer par la racine antérieure pour arriver au muscle. Donc vous voyez, ce trajet, il est nommé l'arc réflexe. L'influx nerveux se déplace donc d'un neurone vers un autre neurone. Il y a une jonction, une partie là, appelée synapse. C'est une zone de liaison entre deux neurones. C'est-à-dire que le passage de l'influx nerveux, lorsqu'il arrive au niveau de l'arborisation terminale, il y a la libération d'une substance chimique appelée le médiateur chimique, par exemple l'acétylcholine, qui va être
donc reçu par des récepteurs membranaires du deuxième neurone, appelé le neurone postsynaptique. Et cette réception, il va aboutir à la formation de nouveau d'un autre influx nerveux. Donc vous voyez qu'il y a un phénomène électrique, c'est-à-dire l'influx nerveux, puis un phénomène chimique au niveau des synapses. Ce phénomène chimique, il va aboutir de nouveau à la formation d'un influx nerveux, c'est-à-dire le phénomène qui est électrique. On parle donc de la communication nerveuse ici par cette jonction, cette partie appelée le synapse. Donc jusqu'ici, je vous remercie et on va continuer l'autre partie de la communication, c'est-à-dire le système musculaire. À bientôt.